Bonjour Sophia Maroug, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation d'Alma Ojal Jedida. Tu es donc une maître de conférence à la Sorbonne Université d'Abu Dhabi. Tu es une spécialiste de l'Iran et on va parler d'Iran aujourd'hui. Tu as récemment publié une thèse dont le titre est le suivant: La défense sacrée du Conseil des gardiens de la révolution islamique d'après les sources numériques, de la guerre Iran-Irak à la guerre douce, 1980-2024. Mon premier lot de questions va porter sur le projet un peu de société que porte le Conseil des gardiens de la révolution islamique, donc le CGRI. Et j'en viens donc à ma première question. On parle souvent du CGRI comme une force militaire, paramilitaire, mais certains analystes le décrivent désormais comme un État dans l'État, avec ses propres médias, universités, entreprises. Est-ce que cette lecture te semble juste ou est-elle encore sous-estimée? Alors, c'est pas un État dans l'État parce que le corps des gardiens de la Révolution, c'est l'État en fait. On a utilisé cette lecture de paramilitaire ou de para-État pour expliquer une structure du gouvernement iranien qui est assez complexe et novatrice par rapport aux autres gouvernements qui existent. On va en parler. Mais le rôle des gardiens de la Révolution s'inscrit complètement dans la Constitution. Et le but des gardiens de la Révolution est de préserver les réalisations de la révolution islamique depuis 1979. Donc on parle de paramilitaire ou de para-État parce que la structure du gouvernement iranien est duale. Donc on a un gouvernement dit conventionnel avec des institutions qui rappellent celles d'un héritage européen, avec un conseil présidentiel, des ministères, des préfets, un corps de diplomates. Et à côté de cela, on a quelque chose d'assez innovant depuis 1979 et qui est ce corps des gardiens de la Révolution qui se tient à côté d'une armée conventionnelle, une armée de métier qu'on appelle l'Artèche, euh, et qui est directement administrée par un guide suprême qui est littéralement le délégué de Dieu sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce système de dualité pour expliquer cette structure assez complexe. Euh, mais en réalité, le corps des gardiens de la Révolution, c'est certes une structure militaire, mais c'est une structure bien plus large, puisque l'objectif, c'est de préserver les réalisations de la révolution islamique à travers un certain nombre de sujets. Donc c'est effectivement la défense des territoires d'un point de vue militaire, la défense des frontières et la défense armée, mais c'est également le développement d'infrastructures et de secteurs qui permettent d'assurer le maintien idéologique de la République islamique. Donc c'est pourquoi finalement dès les années 80, les gardiens se sont développés dans différents secteurs, que ce soit le BTP pour assurer la reconstruction du pays aussi après la Révolution, les sciences aussi, puisqu'ils ont créé un certain nombre d'universités, en essayant de créer des nouvelles méthodologies aussi pour les sciences humaines et sociales. La culture, on va en parler. Et plus tard, dans une période de libéralisation économique du régime, à partir des années 90, on a une implication des gardiens de la Révolution dans les secteurs des assurances, des prêts bancaires, etc. Donc ça couvre un panel assez large en effet. Donc pour te répondre, finalement, les gardiens de la Révolution, c'est un bras armé, mais c'est l'État. Merci pour cette première réponse. J'en viens à une deuxième question, toujours sur les gardiens de la Révolution. On voit qu'ils investissent aussi massivement, en particulier la production culturelle, par exemple le cinéma, les jeux vidéo, de la production contenu pour les jeunes. Est-ce qu'on fait face à une stratégie cohérente de conquête des imaginaires, si j'ose dire, et quels objectifs cette stratégie viserait-elle? Euh, alors finalement, cette question, elle revient au premier point sur la préservation des idéaux révolutionnaires, parce que si ce n'est pas une, si ça n'a pas toujours été une stratégie clairement établie, euh, l'engagement des gardiens de la révolution dans la culture, c'est finalement l'idée de préserver ces réalisations idéologiques. Au départ, c'était surtout pour préserver la mémoire des révolutionnaires qui avaient participé à la révolution islamique et non pas révolution iranienne, parce que, et ça faut le préciser, c'est que quand Khomeini est arrivé en Iran en 79, il récupère en fait un mouvement révolutionnaire euh, qui avait plusieurs sensibilités politiques aussi. Et donc l'objectif des gardiens de la révolution très vite est de
valoriser un récit mémoriel qui s'appuie sur les martyrs, donc qui est hérité du chiisme révolutionnaire, et les martyrs roménistes, proches de Roménie. Donc dans les années 80 et qui sont marquées par les années de guerre avec la guerre Iran-Irak de 80 à 88, on a surtout un développement des institutions assez timides encore, mais pour la préservation de la mémoire des martyrs et la préservation des réalisations des gardiens de la Révolution pour préserver le régime roméniste et pour la défense de l'Iran face à l'invasion irakienne. Et à la fin de la guerre, à partir des années 88-89, les gardiens de la Révolution commencent à développer une culture beaucoup plus institutionnalisée qui va engager ensuite une véritable économie de la culture, qui est la culture de la défense sacrée, sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse, qui est une culture administrée officiellement par une fondation, qui est un système économique très particulier, dit coopératif ou parapublic. Donc c'est du mi-privé, mi-public. Et par cette fondation qui a des avantages fiscaux et des recettes aussi de l'État, les gardiens vont développer une véritable économie de la culture à travers la création de centres culturels, de musées de la défense sacrée. Donc, le plus connu est celui de Téhéran, qui est un musée national et qui préserve la mémoire de la guerre Iran-Irak. Mais un peu moins connus sont les musées qui se sont développés à l'échelle provinciale en Iran depuis les années 90. Et c'est très important de comprendre ça parce que ce développement de la culture de la défense sacrée a permis de créer un écosystème indépendant. Parce que quand on demande à construire un musée de la défense sacrée, eh bien, on va faire une demande à un constructeur. Ce constructeur va souvent être un constructeur proche des gardiens de la Révolution ou un gardien de la Révolution, qui va être aidé aussi par un maire qui est un gardien ou un préfet qui est un gardien. Et on a une augmentation des gardiens dans la préfecture à ce moment-là. Donc on va avoir un véritable écosystème gardien dans différents secteurs, prêt aussi bancaire d'ailleurs pour construire un musée, qui va rendre aussi dépendant la population iranienne puisque ça propose de l'emploi dans le secteur de la culture. Et donc ça permet aussi la refonte d'un récit mémorial et d'un récit national qui n'est plus celui forcément de la préservation de l'identité chiite ou de la préservation religieuse, mais beaucoup plus sur ce que les gardiens de la Révolution ont apporté et comment eux ont fondé le régime iranien face à l'invasion ou la menace d'invasion culturelle, idéologique des États-Unis ou d'Israël. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect intérieur. Et pour l'aspect plus stratégique qui est lié au domaine militaire, effectivement, il y a une logique de conquête des esprits, ou du moins de défense culturelle face à une conquête des esprits qui viendrait de l'extérieur. Parce que dans la rhétorique des gardiens, il est d'usage de dire que c'est les États-Unis qui envahissent culturellement, ou Israël qui envahit culturellement, et non pas l'inverse. Et donc, à partir des années post-invasion des États-Unis en Irak, en 2003, on va voir des gardiens de la Révolution qui s'intéressent à toutes les notions de guerre culturelle, de soft power. Ils vont beaucoup lire les Américains, les études de relations internationales américaines, pour penser cette guerre culturelle dans un aspect vraiment mondialisé, avec aussi la théorie de Samuel Huntington ou de Fukuyama pour penser cette défense culturelle. Et progressivement, les gardiens de la Révolution vont penser ce contournement de la lutte armée et pour proposer un modèle de défense qui soit pérenne, qui va déboucher sur une doctrine qui s'appelle la défense douce, qui est l'idée de défendre une culture, qui est la culture iranienne, face à la menace de la guerre culturelle menée par les États-Unis depuis la création de la République islamique en 1979. Donc, on a ces deux pans-là dans la stratégie culturelle du corps des gardiens de la Révolution, une intérieure et une plutôt extérieure. Merci pour ta réponse. Le régime
iranien censure beaucoup Internet. On l'a vu là en tout ce début d'année 2026, que ce soit en janvier après les manifestations, enfin pendant les manifestations, ou maintenant depuis la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Donc le régime censure Internet, mais les gardiens de la révolution financent entre autres des applications, des plateformes alternatives, aussi des influenceurs. Y a-t-il donc une doctrine numérique, si on veut se pencher un peu plus dans ce sujet, propre aux gardiens de la révolution, et comme tu le disais, comme tu le laissais entendre aussi, vis-à-vis à la fois de l'intérieur, de leur propre population, et de l'extérieur? Oui, et il y a une véritable doctrine numérique qui a été massivement investie par les gardiens de la Révolution, surtout à partir de la fin des années 2000, début des années 2010. Investissement d'ailleurs qui n'a pas beaucoup créé de profit économique en tant que tel. C'est pas, ça ne crée pas de bénéfice d'avoir un monopole économique dans le secteur des télécommunications et plus largement d'Internet, mais ça crée un levier de contrôle sur la population et un levier de contrôle aussi de la propagande qui est diffusée à l'étranger. Parce que, en fait, jusque dans les années 2010, l'État iranien n'a pas vraiment de centralité en matière de politique numérique ou de gouvernance du numérique. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2009, donc juste après le mouvement vert, le fameux mouvement vert, qui est le premier mouvement de contestation assez fort et qui a un écho international en République islamique, les gardiens vont parvenir à être majoritaires sur une compagnie publique des télécommunications, qu'on appelle la TCI. Et donc ils vont obtenir la majorité des parts de cette compagnie qui est publique et qui devient finalement privée. Progressivement, ces gardiens, qui travaillent avec des non-gardiens d'ailleurs aussi, vont massivement investir dans le secteur des télécommunications, développer des entreprises de hardware, de logiciels, et puis plus tard d'applications de messagerie, de VTC, avec un certain nombre de secteurs différents, des applications de transactions bancaires aussi intérieures. Dans un contexte qui leur est largement favorable à l'échelle institutionnelle, puisque le guide suprême vers 2012 décide de créer un conseil, un shura, qui a pour objectif de dissoudre absolument toutes les organisations de l'État qui existaient auparavant et qui discutaient comment devait être l'usage d'Internet en Iran, parce que c'était vraiment en débat au début des années 2000. Est-ce qu'on doit laisser une libre parole? Est-ce qu'il y a un processus de démocratisation? Certaines figures politiques le souhaitaient. Est-ce qu'on doit couper complètement le réseau Internet? Et ça, c'était pas possible pour des raisons de développement économique. Et donc, ce Conseil de cyberespace a pour objectif de dissoudre toutes ces organisations qui existent et qui mettaient en débat cette question d'Internet, pour le contrôler sur une seule organisation qui est elle-même détenue par le guide, dans laquelle se trouvent beaucoup de gardiens de la Révolution. Et ce Conseil suprême de cyberespace va être en charge de la création d'un Internet national, d'un intranet, et on en voit les effets aujourd'hui avec les manifestations et la guerre, puisque l'infrastructure matérielle de cet Internet va se développer massivement à partir des années 2010 et dans les années 2020, pour à la fois couper les Iraniens de l'Internet extérieur, tout en conservant un Internet intérieur qui contourne les sanctions et qui permet de faire fonctionner les services intergouvernementaux, les VTC, de créer aussi une effervescence économique à l'échelle intérieure. Et cet écosystème intérieur favorise forcément les applications de messagerie. Il y a même des applications de rencontres, d'ailleurs, qui ont été créées par des gardiens ou des proches des gardiens, mais qui ne sont accessibles qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est la principale stratégie de cette doctrine numérique, c'est de développer Internet, mais de développer un écosystème contrôlé, où on peut contrôler les contenus, où on peut contrôler aussi l'ampleur d'une organisation de manifestation, par exemple. C'est pour ça que les principales coupures qu'on a observées sont toujours au moment de manifestations ou de guerres. C'est pour éviter qu'il y ait des organisations de mouvements de l'étranger, ou qu'on puisse avoir des fuites, ou que les gens puissent se communiquer entre eux pour organiser des manifestations.
avec un numéro national d'identification qui a été créé aussi. Donc chaque internaute iranien dispose d'un numéro d'identification. Et c'est un système qui profite aussi au système économique des gardiens, puisque ça permet aussi le développement des applications, mais également des VPN, par exemple, puisqu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'avoir un VPN gratuit en Iran, du moins un VPN qui fonctionne. Donc il y a une espèce de rente des VPN qui s'est créée aussi. Et donc c'est une infrastructure technique qui est assez sophistiquée désormais et qui a été particulièrement efficace, de plus en plus efficace, en tout cas surtout depuis juin 2025. Merci. J'en viens à des questions en lien avec la société iranienne, puisque tu as notamment eu l'occasion de vivre en Iran. Ce qui frappe souvent les observateurs extérieurs, c'est une forme d'écart entre un espace public très contrôlé et une vie privée, je caricature un peu, mais assez libre. Comment, toi, tu as ressenti cette dualité et qu'est-ce qu'elle peut dire de la nature réelle du contrat social entre le régime et sa population? C'est une question qui est intéressante parce qu'elle touche à pas mal de sujets, dont le premier, tu l'as mentionné, est celui de l'expérience de terrain. Jusqu'à quel point on utilise son expérience de terrain pour définir une espèce de, de modèle ou d'étude sur ce qu'est la population iranienne, ce qu'est son opinion publique et son lien avec l'État. Parce que je crois que c'est un problème qu'il faut plus souvent notifier, c'est qu'aujourd'hui les chercheurs ont très peu accès à l'Iran. Comme les analystes, n'importe quel analyste finalement, et ça n'a rien à voir avec le contexte russe où il y a eu pas mal de chercheurs qui ont pu partir aussi avant 2022. Ce qui fait quand on s'appuie sur des ressentis ou sur des expériences ou des témoignages de l'intérieur, on va avoir un certain nombre de biais qu'il faut absolument, je dirais, mettre à distance ou du moins prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a le maintien, qu'on le veuille ou non, d'une relation de la population avec l'État, et donc il y a un contrat social. Et la question du contrat social avec l'État, elle est particulièrement importante et sensible en Iran, parce que si l'on avance aujourd'hui qu'il y a un contrôle social, un contrôle et un contrat social qui est maintenu par l'État, ça voudrait dire qu'on minimiserait l'aversion de la population vis-à-vis du régime, qu'on minimiserait les répressions, qu'on minimiserait la violence d'État finalement. Alors qu'en réalité, il faut décorréler les deux. Parce qu'il y a effectivement le maintien d'un contrat social par le biais d'un système de prêt, par exemple, qui a été favorisé par les sanctions, finalement. Mais quand un Iranien veut acheter sa voiture, par exemple, il développe un certain nombre de prêts à des contrats, finalement, avec l'État, avec une espèce de relation effectivement duale où il y a une critique acerbe du régime et très dure des Iraniens vis-à-vis du régime, mais avec des convictions assez plurielles et surtout des sortes de sas de tolérance qui sont accordés parfois par les autorités, où sur certains sujets on va officiellement réprimer et interdire quelque chose, mais en réalité l'espace privé et même dans la rue tolère un certain nombre de choses. Et je pense notamment à la question du voile, qui est l'un des points centraux aussi d'avancement des revendications sociales des Iraniens aujourd'hui, avec les questions économiques bien sûr. Quand il y a eu les manifestations de 2022, donc l'interdiction du voile a été maintenue, c'est toujours le cas. Le voile est donc le voile est toujours obligatoire en Iran, mais on a vu de plus en plus après 2022 des femmes sans voile dans la rue et tolérées. Alors il y a toujours des abus, il y a toujours une répression, il y a toujours des contrôles, mais quand on regarde des vidéos ou même quand on marche dans la rue, on assiste à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir avant 2022. Avant 2022, c'est impossible de sortir sans voile. Et donc il y a souvent ces espèces de sas de tolérance comme ça, d'accords tacites entre des autorités et la population iranienne.
Et la question du contrat social, elle est liée aussi au fait qu'il y ait, contrairement à d'autres pays, une grosse conscience politique en Iran. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'observateurs peuvent noter, c'est que, alors que ces avis soient fondés ou non et bien argumentés, les Iraniens ont une grosse culture politique, ont une culture du débat aussi. Donc, même un chauffeur de taxi va vous parler, va débattre de sujets de société. Et ce qui montre que finalement, la sphère privée en Iran regorge d'une richesse d'analyse politique et d'un esprit critique de la population. Parce que c'est une population qui est très éduquée aussi, et ça, les statistiques le disent. Alors l'insertion à l'emploi, l'insertion pour les femmes, c'est encore un sujet qui montre justement une ségrégation de genre, mais il y a un taux d'éducation qui est tel qu'il y a une possibilité de débattre, il y a une possibilité de réforme des Iraniens par cette conscience politique-là. Et c'est celle-ci qu'il faut analyser, je pense. Merci pour cette réponse. J'en viens à une autre question sur la société iranienne. Il y a des millions d'Iraniens qui sont ni des dissidents ni des partisans du régime. Ils naviguent et s'adaptent dans ce système. C'est une forme de zone grise. Et est-ce que cette zone grise de la population est suffisamment prise en compte dans les analyses, notamment occidentales, qu'on fait de l'Iran? En quoi la prise en compte de cette zone grise, si elle existe vraiment, change-t-elle la lecture politique qu'on fait de l'Iran? C'est une zone grise qui n'est pas abordée précisément parce qu'un média souvent est manichéen, donc va demander qu'on soit pro ou anti, je crois, et parce que cette zone grise n'a pas de parti politique et n'a pas de conviction politique claire ou de projet politique clairement dessiné. Et pourtant, c'est une réalité qui existe parce qu'on voit un certain nombre d'Iraniens dans cette hésitation ou ce changement de position au gré des événements, surtout ces dernières années, où il y a eu un mélange de guerre, de manifestations et de répression du régime à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'Iraniens qui ont cette conscience politique dont je parlais et qui ne veulent ni d'un régime répressif, ni de ce contrôle social extrêmement dur, ni d'une invasion étrangère qui est hostile, qui méprise la culture iranienne, qui méprise la civilisation. Et ça, c'est une zone grise qui est très importante en Iran. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à l'écoute des expériences de terrain, parce que quand on recueille des témoignages, il faut faire attention à voir d'où la personne se place, parce que la diaspora, et les médias en ont beaucoup parlé, la diaspora iranienne, par exemple, a une lecture de la situation qui est très très différente, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas allées en Iran depuis un certain temps, qui sont parfois plus perméables à un certain nombre de réseaux politiques qui se créent à l'étranger, parce qu'ils peuvent se créer à l'étranger. Ce qui fait qu'on a cette mosaïque de différentes convictions. La question, elle est de savoir, pour parler si cette zone grise change la lecture politique, la question est de savoir, est-ce qu'on s'appuie sur une demande démocratique pour envisager l'Iran dans 5-10 ans, par exemple. Parce que pour l'instant, à cause de cette mosaïque et à cause du manque de données qu'on a à l'intérieur du pays, on ne sait pas ce que les Iraniens veulent en majorité. Est-ce qu'ils veulent un retour du Shah d'Iran? Parce qu'on voit beaucoup, par exemple, entendre les monarchistes investir la sphère médiatique en Europe, mais ce n'est pas forcément un acquis à l'intérieur du pays. Est-ce qu'ils veulent le maintien du régime avec une réforme? Est-ce qu'ils veulent un changement constitutionnel? Est-ce qu'ils veulent un changement total du régime administré par une puissance étrangère? Et la question, finalement, c'est de savoir et d'estimer ce que veulent les Iraniens. Donc c'est pour ça que cette zone grise est importante, parce qu'elle permet de comprendre que tout n'est pas blanc ou noir. Merci. J'en viens justement à des questions sur le régime, ses potentialités de réforme, d'effondrement, de transformation. Justement, pour revenir à une lecture un peu manichéenne, certains pensent qu'on a une faction pragmatique au sein du régime qui pourrait imposer ou réussir à transformer le régime vers une version plus libérale. D'autres estiment au contraire que la structure même
de la République islamique rend toute réforme impossible. Toi, où est-ce que tu te situes dans cette équation et pourquoi? C'est une question qui est discutée en Iran depuis un certain nombre d'années, avec des cercles intellectuels qu'on appelle les nouveaux penseurs d'ailleurs, qui émergent à partir des années 90 et qui essayent de penser justement le régime dans sa structure, dans ses caractéristiques juridiques aussi, dans cet alliage de deux traditions qui paraissent aussi contradictoires, c'est-à-dire une république donc, de tradition latine et une théocratie. Et ça, c'est une nouveauté dans le paysage politique dès les années 80 et ça l'est encore aujourd'hui. Ce qui fait que on a aussi beaucoup pensé ce que devait être la politique iranienne et la gestion d'un État en Iran. Est-ce que c'est la structure même du régime qui pose problème ou est-ce que c'est les personnalités politiques qui sont un problème et qui sont trop népotiques ou corrompues? Bon, ça, c'est des questions qui sont âprement discutées à l'intérieur de l'Iran. Pour revenir à la politique, en fait, tu as des pragmatiques dans chaque sensibilité politique. Parce qu'en Iran, à la différence d'autres pays, il n'y a pas vraiment de parti. Tu as des coalitions, tu as des alliances qui sont créées juste avant une élection parlementaire, par exemple, ou juste avant une élection présidentielle pour faire une alliance très particulière, une stratégie électorale. Mais ce sont des partis politiques qui peuvent se dissoudre assez rapidement. Et donc, il y a une certaine porosité des personnalités politiques qui peuvent aller à droite, à gauche, en fonction des événements et du contexte. Et souvent, on distingue plutôt des sensibilités politiques dont je te parlais, où tu as ce qu'on appelle les principistes, donc ceux qui sont dits les radicaux, ceux qui sont attachés aux principes de la République islamique et aux idéaux de la République islamique, avec très peu de volonté de réforme, une hostilité vis-à-vis des États-Unis et du système international tel qu'il est. Tu as les centristes qui sont entre les deux et les réformistes qui sont plutôt dans une logique d'ouverture qui a été alors c'est un mouvement aujourd'hui qui est assez mis à mal, mais la figure de Khatami par exemple dans les années 2000 incarnait cette sensibilité politique là. Et à l'intérieur de ces trois sensibilités, tu as des personnes qui vont être totalement libérales d'un point de vue économique ou d'un point de vue social et d'un point de vue idéologique aussi. Et tu vas avoir des pragmatistes qui vont être dans une logique beaucoup plus transactionnelle aussi, donc ils vont essayer de valoriser ce qu'on appelle en Iran la raison d'État, parce que ça aussi c'est très important de le noter, c'est que c'est un principe constitutionnel en Iran. La raison d'État, qu'on appelle le maslahat, prime toujours sur l'idéologie. Donc quand on est en temps de guerre, ça c'est un amendement de 89. Donc quand on est en guerre, par exemple, et qu'il faut composer avec l'ennemi ou mettre de côté, je ne sais pas, des principes idéologiques ou certains principes moraux, il faut faire valoriser cette raison d'État pour faire perpétuer le régime. Et ça, c'est très important parce que c'est une essence même chez les pragmatiques. Donc par exemple, Ghalibaf, qui est une personnalité qui est connue depuis très longtemps quand on s'intéresse à l'Iran, mais aujourd'hui qui est internationalement connue parce que c'est le président du Parlement qui a été en tête des négociations avec les États-Unis au Pakistan. C'est la figure parfaite du révolutionnaire gardien qui a eu une expérience aussi de l'administration puisqu'il a été maire de Téhéran. Et lui est un pragmatique, par exemple. Alors un principiste, donc un radical, mais un pragmatique. Donc c'est quelqu'un qui va favoriser... finalement, à la Trump, enfin, dans une autre sensibilité morale, je pense, mais qui va valoriser la transaction, l'idée d'un accord et l'idée d'une gestion technocratique de l'État. Et donc ça, tu as ces sensibilités-là en Iran, et donc tu vas retrouver des pragmatiques, effectivement, dans chaque sensibilité. Et juste un point sur la question de la réforme de l'État.
Donc comme je t'ai dit, c'est des sujets qui sont abordés depuis assez longtemps parce que déjà le clergé n'est pas tenu forcément d'investir les affaires politiques, c'est assez neuf finalement. Quand on regarde la longue histoire du chiisme, c'est qu'à partir du début du XXe siècle que le clergé s'insère dans les affaires de l'État. Normalement, il a une tendance plutôt quiétiste. Euh, et ces figures intellectuelles, claires ou non d'ailleurs, tu as aussi bien des membres du clergé que des laïcs qui ont essayé de penser ce que devaient être les institutions de la République islamique, sont pour la plupart effectivement arrêtés ou assignés à résidence. Bon, c'est pas la meilleure période, je dirais, depuis quelques années. En revanche, il faut noter quand même que ce sont des universitaires pour la plupart qui ont formé des générations d'après dans la jurisprudence islamique, dans le droit, dans la philosophie politique ou dans la science politique. Donc il faut toujours voir aussi quelle sensibilité ça donne aussi aux générations plus jeunes qui vont un jour investir ce champ du politique dans quelques années, dont certains gardiens. Alors même s'il y a des universités gardiens qui sont créées et qui essayent de contenir ces mouvements de réforme, les gens sont beaucoup plus perméables à différentes sensibilités politiques, dont celle de la réforme. Et donc, certes, la réforme est impossible parce qu'elle est encore empêchée, mais elle est déjà pensée et c'est possible qu'elle puisse s'appliquer à l'avenir s'il y a une fenêtre qui s'ouvre grâce à la guerre ou grâce à un changement de figure au sein de l'élite iranienne politique. Merci pour cette réponse. J'en viens à une question en plus d'économie politique. Les gardiens de la Révolution et les boniades, qui sont ces fonds caritatifs qui désormais répondent directement au guide suprême, contrôlent la majorité de l'économie iranienne et c'est le résultat d'une politique assez délibérée au fil du temps. Et donc, quand les États-Unis intensifient les sanctions ou aujourd'hui bloquent le détroit d'Ormuz, est-ce que ces pressions économiques atteignent vraiment les gardiens de la Révolution et les boniades qui ont quand même au fil du temps mis aussi en place des circuits de contournement bien rodés, ou est-ce que ces moyens de pression économique frappent d'abord la population iranienne? Et je fais un peu un deux en un, mais si c'est le cas, est-ce que le régime n'a pas finalement intérêt à maintenir une forme de pression extérieure, notamment du point de vue économique, puisqu'elle lui permettrait de renforcer son contrôle sur un certain nombre de rentes? Oui, ces réseaux de gardiens vivent de la sanction, vivent du contournement économique en effet. Et ça, il y a pas mal d'économistes qui commencent à le remarquer, parce que c'est un peu la méthode américaine de mettre des sanctions, parce que c'est rapide à mettre en place, ça a un effet immédiat aussi, notamment sur le cours de la monnaie. Ça a toujours eu des effets, les sanctions américaines ont toujours eu des effets immédiats sur le cours de la monnaie. Mais à long terme, c'est pas une stratégie pérenne. Parce que effectivement, ça alimente des réseaux parallèles qui n'ont pas de traçabilité en plus, parce que quand tu as plusieurs économies qui sont hors du système SWIFT, en fait, tu n'as pas de traçabilité, et surtout du fait que le contexte géopolitique commence à créer un certain nombre de blocs qui sont opposés tantôt à l'Europe, tantôt aux États-Unis, tantôt aux deux, se forme un écosystème aussi parallèle avec la Russie, avec la Syrie, quand il y avait Bachar al-Assad, avec la Chine et avec l'Iran. Donc effectivement, ce système de sanctions alimente finalement une économie de la rente pour les gardiens de la Révolution. Et c'est la population qui en pâtit de ça. Parce que le problème de ces sanctions, c'est la non-possibilité d'accéder à un certain nombre d'infrastructures pour les soins, la non-possibilité de changer son argent, un taux de chômage assez important quand même en Iran, l'inflation qui donne des prix complètement délirants sur les denrées alimentaires. Donc effectivement, c'est un système qui a fait ses preuves dans l'immédiateté, mais qui ne fonctionne pas à long terme pour sanctionner ceux qu'on cherche à sanctionner. Merci. Et une question plus sur la succession. Récemment, on a eu cette succession de pouvoir entre Ali et Mojtaba Ramenei.
elle est souvent traitée comme un mystère. On a un peu du mal à l'analyser, déjà parce que on voit peu le nouveau guide suprême. Mais est-ce qu'au fond, l'identité du successeur, que ce soit dans ce cas précis ou de façon plus générale, si on veut théoriser un peu cet événement, donc est-ce que l'identité du successeur change vraiment quelque chose, ou bien le système a-t-il absorbé cette variable en consolidant ces structures? Euh, L'événement du meurtre de Ramenei a été très intéressant parce que je rejoins certains analystes qui disaient que finalement l'assassinat du guide suprême c'était presque un non-événement, quoi. C'est-à-dire ça, ça a fait entrer l'Iran en guerre, mais la mort du guide suprême, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, était prévue. C'est un ayatollah qui était là depuis 89, qui avait préparé sa succession de toute façon et qui avait mis au courant son fils et avait fait travailler son fils justement à gouverner un jour la maison du guide. Euh, et et c'était prévu d'une manière ou d'une autre. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est presque un non-événement, parce que ça marque plus l'entrée de l'Iran en guerre que la mort de son guide suprême, ça montre deux choses. Ça montre d'abord que le rôle du guide, à mon avis, va changer de facto, c'est-à-dire pas de manière normative, pas dans le papier, il ne va pas y avoir de changement constitutionnel ou de changement juridique, mais il va y avoir dans la pratique du pouvoir quelque chose qui change et qui change déjà d'ailleurs, puisqu'on va avoir un guide suprême qui est beaucoup plus en retrait. Alors, ce serait pour des raisons de santé, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Mais un guide suprême qui va beaucoup plus avoir ce rôle d'arbitre ou de médiateur parmi un certain nombre de conseillers, puisqu'on a des réseaux d'expertise sur ce que doit être la gestion de l'État en Iran, dont beaucoup sont administrés par les gardiens. Et le rôle du guide suprême va davantage se placer là-dedans, prendre une décision à partir d'un certain nombre de conseils en matière de politique étrangère ou de politique intérieure, tous les sujets. Donc il y a cette première caractéristique, et la deuxième, finalement, le fait qu'on ait un Ramenei au pouvoir officiellement, qui est très peu dans les affaires de l'État. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas. On a très peu d'informations sur lui. On a beaucoup plus d'attention portée sur les gardiens de la Révolution ou sur les cabinets ministériels, par exemple, montre que beaucoup d'analystes se sont trompés dans la lecture du changement de régime. Parce que on entendait beaucoup dire que le régime, c'était le guide suprême. C'était lui qui bloquait tout. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a toute une structure assez solide en matière de bureaucratie, en matière de compétences aussi, parce qu'on a des gens qui sont formés soit pour faire la guerre, soit pour administrer des recettes publiques, enfin tout un tas de compétences qu'il faut acquérir quand on gère un État. Et donc on voit finalement que c'est une structure beaucoup plus complexe que ça et qui repose sur une gestion de l'État très décentralisée. Merci pour cette réponse. Deux questions de clôture. Est-ce qu'il y a une erreur d'analyse récurrente ou un angle mort dans la façon dont les médias ou les chercheurs occidentaux, français, parlent de l'Iran qui t'agacerait ou te préoccuperait? Celle du regime change qui était finalement, je dis regime change à l'américaine parce que c'était finalement un concept américain. Très bouchien, début des années 2000, on a toute cette tendance de l'idée de démocratisation du Moyen-Orient avec la stratégie du Greater Middle East qui a fait peur, le Moyen-Orient qui a fait peur à un certain nombre de personnalités politiques comme la population d'ailleurs. Et donc on a beaucoup entendu en référence est-ce que l'Iran sera le nouvel Irak ou la nouvelle Syrie, sauf qu'on ne s'attaque pas véritablement à la même superficie, à la même culture politique aussi.
Et donc, on a pensé peut-être assez naïvement qu'un changement de régime, c'était quelque chose d'assez facile, et puis on ne sait pas ce que ça veut dire finalement. Est-ce que ça veut dire qu'on tue une personnalité en particulier qui est Khamenei, pour mettre un autre Khamenei d'ailleurs? Est-ce que ça veut dire qu'on change complètement les institutions, qu'on change toutes les personnalités politiques ou celles qui sont au centre du pouvoir pour mettre d'autres personnes venues de l'extérieur? Bon courage, parce que personne n'a réussi à le faire. Quand on regarde tous les mouvements révolutionnaires, et c'est là que la discipline historienne est magnifique, c'est que on peut voir que même dans les pires purges de l'histoire, il y a toujours eu des éléments d'un régime ancien qui restent pour maintenir la compétence d'un régime. L'administration, la bureaucratie, l'armée aussi. Donc il y a ce premier écueil qui est l'idée de penser qu'on peut faire un changement de régime comme ça et qu'est-ce qu'on met à la place. Bon, il y a ça. Et on est en train de s'en rendre compte, hein, j'ai l'impression. Une deuxième lecture, un deuxième angle mort, mais qui commence à être compris, c'est la lecture de la Révolution de 79. C'est-à-dire, on applique de la même manière pour analyser la situation d'aujourd'hui, tout ce qu'on a entendu par rapport à la révolution de 79, à dire il va y avoir une révolution en Iran, la population va se lever et puis un régime va disparaître et surtout c'est un régime de mollahs. Alors ça, l'expression commence à disparaître, ça y est, on a compris. On était beaucoup d'analystes à le dire depuis un certain nombre d'années que finalement les mollahs c'était pas forcément les plus radicaux et c'était pas forcément ceux qui étaient au centre du pouvoir. Et là on le voit. Parce que les gardiens de la Révolution, c'est des laïcs. Ce sont des personnes qui ont une formation militaire, idéologique, mais certainement pas religieuse. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une gestion de l'État laïque, qu'il y a une gestion de l'État non violente. Au contraire, la violence d'État est dans n'importe quelle personnalité politique ou sensibilité. Et donc ça, c'est un angle mort parce qu'on s'est concentré sur la dimension idéologique du régime islamique, de dire c'est un régime religieux, il y a l'application de la charia, il y a le guide suprême, au lieu de s'intéresser à un certain nombre de réseaux beaucoup plus opaques, beaucoup plus transactionnels, beaucoup plus au fait de ce qu'est le système international aussi. Et donc c'est ici que réside l'un des principaux angles morts, mais je crois qu'on commence à s'y intéresser. Une dernière question de perspective. Si tu devais parier sur ce que sera ou ce que serait l'Iran dans 10 ans, qu'est-ce que tu dirais? Quelles seraient tes pistes au moins? Je ne donnerai pas de pistes sur une situation claire, bien sûr, mais plutôt sur des tendances qu'on peut voir avec plusieurs scénarios. D'abord, dans un temps un peu plus court, peut-être que les 5-10 ans, est-ce que les États-Unis ont un intérêt à s'investir encore dans la guerre? Ça, c'est une grande question, parce qu'on voit qu'économiquement, ce n'est pas forcément le plus efficace, que ça pose un certain nombre de problèmes aussi à l'intérieur de l'État américain. À voir aussi si l'alliance israélienne et américaine continue, se perpétue, avec des objectifs et des agendas politiques qui sont assez différents. En revanche, j'aimerais faire confiance à cette réforme que je mentionnais, parce qu'il y a une compétence en Iran. Et je crois que c'est l'une des caractéristiques les plus importantes, c'est qu'il y a un potentiel. On n'a pas une population qui a été abrutie, je dirais, par une logique de contrôle sans éducation, sans culture politique. Et donc, il y a un terreau pour réformer l'État, pour repenser l'État. La question est de savoir, est-ce que la guerre permet cette libéralisation-là? Pas forcément. Et donc, tout va dépendre de la continuité de la guerre aussi. Mais il y a un potentiel pour que dans 5-10 ans, l'Iran se réforme avec des structures aussi politiques qui permettent
une diversité de paroles et une diversité de positions politiques, parce que quand on compte la diaspora, et aussi une diaspora qui est elle-même très fragmentée, et une population à l'intérieur qui bouillit, qui est très jeune encore, alors qui vieillit, mais qui est toujours très jeune, il faut espérer. Merci pour ta réponse et merci pour tes analyses pour Al Mawja Al Jedida.